Bienvenue, merci d'être si nombreux à 11h30 du matin. Bel exploit. Je vous présente tout de suite nos invités. Donc, Yann Lelanne, qui est chercheur, sociologue et coordinateur du groupe Quantité Critique. Il vient de me le dire, mais j'ai déjà oublié. Et qui a donc travaillé, qui travaille depuis quasiment le début du mouvement à comprendre en tant que chercheur qu'est-ce qui compose le mouvement et de quoi ce mouvement est fait, donc en étant notamment sur les ronds-points dans l'Oise, me semble-t-il. François Boulot, que je ne présente pas, qui est avocat et gilet jaune, qui nous vient de Rouen. Amel Benamiche, qui est de Rungis, gilet jaune également. Et qui est membre d'un groupe, de la coordination des Gilets jaunes d'Île-de-France. Et puis Edoui Plenel, président de Mediapart et auteur du livre La victoire des vaincus, sur ce que ce mouvement dit aussi du pouvoir et du régime dans lequel on vit. Première question donc pour vous. Ce mouvement, et je reprends là les mots de Yann Lelanne, est parti d'une certaine manière sur un grand malentendu sur ce que les Gilets jaunes voulaient, représentaient, étaient. On s'aperçoit au bout de 4 mois et demi de mobilisation qu'il est bien plus divers et intéressant et composite, complexe que ce qu'on a voulu en dire au tout début. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer, Yann Lelanne, me dire de quoi a été fait ce malentendu? Merci à tous, merci pour l'invitation. Le malentendu, il nous a, dans le collectif Quantité Critique, il nous est apparu au bout de 15 jours. Pourquoi? Parce que finalement, le mouvement des Gilets jaunes, il a eu une chance, il a été très couvert médiatiquement. Il a été très couvert par les chaînes d'information en continu qui se sont servis du mouvement des Gilets jaunes pour mettre en scène l'opposition classique qui est la leur entre des travailleurs de province qui seraient méritants et surtaxés, et puis peut-être une banlieue oisive, etc. En fait, ils sont donc donné la parole à un mouvement social qu'ils estimaient être un mouvement anti-taxe. Et la surprise qui a été la nôtre, mais je crois qui a été celle de beaucoup d'observateurs, c'est que les participants de ce mouvement, qui ont commencé par une pétition opposée à la taxation sur l'essence, ont investi les médias pour raconter une toute autre histoire que celle auxquelles les médias s'attendaient. Et y compris ce malentendu, il s'est développé pendant des mois. Et il continue à se développer aujourd'hui sur les plateaux de télévision, puisque, en tout cas au début, on est allé les chercher parce qu'ils étaient opposés à l'impôt. Et en fait, ils ont développé l'idée qu'ils étaient là pour une justice fiscale, qu'ils étaient là pour la défense du service public, qu'ils étaient là pour des revendications salariales, qu'ils étaient là pour une démocratisation de la République. Et pour nous, ça a été une surprise immense, incroyable, parce que, évidemment, il y avait un doute sur la nature profonde de ce mouvement. Mais au fur et à mesure où les mois se sont passés, où il y a eu toutes ces actions depuis des mois, finalement, ce qui s'est développé, c'est une profonde remobilisation des catégories populaires, qui était absente du champ politique. Une profonde remobilisation des catégories populaires sur des bases de confrontation avec l'idéologie libérale qui sont extrêmement positives. Et là-dessus, je crois qu'on peut dire qu'à la fois les sociologues, mais peut-être surtout les médias, en tout cas une partie des médias, en ont été pour leur argent, et que finalement, moi je dis parfois de façon un peu provocatrice, merci BFM. Parce que, quelque part, c'est en partie eux, grâce à ce malentendu. Festival de Mediapart, c'est audacieux quand même. Non, c'est-à-dire que peut-être malheureusement, Mediapart n'a pas la force et l'audience de BFM. Mais en tout cas, ce malentendu, il a permis quelque chose. Il a permis de donner la parole et de montrer que quand on donne la parole aux classes populaires, finalement, elles ne sont pas forcément là où on l'attend. On les croit racistes, on les croit antisémites, mais elles ne sont pas forcément là où on les attend. Et là-dessus, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont là aussi, chapeau au porte-parole des Gilets jaunes. Alors, Amel Benamiche, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous êtes rentré dans ce mouvement et est-ce que vous avez eu des surprises par rapport à ce que vous avez découvert, vécu depuis ces derniers mois? Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité.
Donc moi, je suis rentrée dans le mouvement, comme a dit monsieur, en signant la pétition taxe carbone. Ensuite, pas mal de revendications se sont développées, des revendications sociales, justice fiscale, justice sociale, même tout ce qui se passe un petit peu en banlieue, ce qui nous touche puisque je viens de banlieue, du 93. Et j'ai commencé en cherchant des gilets jaunes aux alentours de chez moi. Je pensais n'en trouver aucun puisque j'étais sur les a priori qu'en banlieue, personne ne voulait être gilet jaune, ça ne nous intéressait pas, etc. J'ai été agréablement surprise de trouver pas mal de banlieusards, comme on nous appelle. Et du coup, on a formé un collectif Rungis. On a commencé à se former assez rapidement. Mi-décembre, on a fait des assemblées générales. On a mis en place une charte avec des choses à respecter en termes de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pas d'individualité qui se met en avant, pas de non à l'immigration, oui à... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivée là, et voilà pourquoi je n'arrêterai pas jusqu'à ce que justice soit faite. Voilà. On va y revenir sur les objectifs du mouvement et ses revendications. Monsieur Boulot, vous êtes maintenant devenu une figure médiatique, mais je crois que vous refusez néanmoins d'être vu comme un représentant des Gilets jaunes. Vous, comment vous y êtes arrivé, sachant que vous avez un parcours politique, c'est pas un secret, je crois, qui n'était pas forcément ciblé ou fléché pour s'investir dans un mouvement pareil. Non, effectivement, moi pour ma part, j'ai jamais eu d'engagement politique. J'ai même jamais été délégué de classe, donc voilà. C'est vous dire le peu d'entrain que j'avais. Moi, j'étais d'ailleurs totalement dans le coma politique il y a encore quelques années. J'ai voté Nicolas Sarkozy en 2007. J'ai voté oui au traité européen en 2005. Donc envoyez-moi les pierres, il n'y a pas de problème. Mea culpa. Bon, maintenant, simplement, depuis quelques années, j'ai fait mon émancipation par rapport à ce qu'on appelle effectivement l'idéologie néolibérale, que je trouve très improprement qualifiée, parce que les gens qui ne sont pas investis ne comprennent pas en fait ce que c'est. Alors j'ai une autre formule, je ne sais pas si elle est parfaite, mais je préfère l'appeler la dictature des ultra-riches, parce qu'en fait, toutes les règles sont faites dans leur intérêt, et quand il n'y en a pas, c'est aussi dans leur intérêt. C'est l'exemple du libre-échange, évidemment. J'avais, moi, pronostiqué, mais comme beaucoup, que Macron élu allait être une catastrophe pour le pays, et je me disais qu'il y aurait effectivement une révolte considérable. J'avais pronostiqué au bout de 6 mois après son élection. Bon, je me suis trompé, ça a été 1 an plus tard. Mais donc, quand j'ai vu le mouvement qui a commencé à être médiatisé, avec un peu d'incompréhension, j'avais un peu de difficulté à comprendre pourquoi on donnait autant d'audience. J'avais l'impression que les journalistes n'avaient pas mesuré du tout le monstre qu'ils étaient en train de créer, en fait. Et j'avais l'intuition qu'effectivement, ça allait très largement dépasser la question de l'augmentation de la taxe sur le carburant. Et en fait, le mouvement s'est tout de suite fédéré sur les revendications. Et donc, il faut expliquer pourquoi, depuis le début, il y a 75% de soutien dans la légitimité des revendications, et ce soutien n'a jamais varié. Et en fait, j'ai, moi, catégorisé 2 catégories de personnes dans ce mouvement, mais qui sont ensemble. La première catégorie, ce sont les modestes, c'est-à-dire ceux qui soit n'ont pas de travail, soit qui n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Ce sont les pauvres, les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais c'est fédéré également, et j'arrête pas d'insister sur les plateaux télé, parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'en fait les médias essayaient d'enfermer ce mouvement par rapport à cette unique catégorie. Alors qu'en fait, il y a toute la classe moyenne, au sens large, qu'en a ras-le-bol de supporter sur le poids de ses épaules tout l'impôt, pour constater effectivement qu'en contrepartie, tous les services publics essentiels du pays sont en train de s'effondrer, c'est-à-dire la police, la santé, l'éducation et la justice. Et en fait, quand on a ça à l'esprit, après on comprend les revendications. Les revendications, elles sont de 2 ordres. Alors je les répète en boucle, mais les médias n'arrivent toujours pas à entendre, ce qui nous explique qu'elles sont toujours floues. Donc la première, c'est la volonté d'avoir de la démocratie directe dans les institutions, via la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Et la deuxième revendication, c'est ce qu'on dit souvent, donc l'injustice fiscale et sociale. Moi, j'ai résumé ça avec la formule « la politique doit servir les intérêts de 99% de la population et non plus seulement des 1% les plus riches ». Et en fait, là, on comprend après toutes les revendications catégorielles qui étaient inscrites sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC et plus généralement des salaires, la réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'inflation, l'augmentation des petites retraites et de l'allocation adulte handicapé, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Et la première étape pour financer déjà
partie de ces mesures, c'est de remettre en cause évidemment les fameux dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE. Est-ce que Edoui, en tant que journaliste, donc président de Mediapart, mais aussi journaliste, donc ce n'est pas le premier mouvement social, est-ce que tu vois dans ce qui se passe aujourd'hui une filiation historique, une filiation aussi avec des mouvements contre la vie chère qui ont pu se transformer en mouvement pour la dignité, dont vient de parler Monsieur Boulot? Le livre qu'a évoqué Mathilde tout à l'heure, est La victoire des vaincus, en fait, c'est une réflexion à propos des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes savent mieux ce qu'ils sont que nous-mêmes. On n'est pas là pour dire ce que sont les Gilets jaunes à leur place, ni pour dire ce que sera le futur de cette lutte. En revanche, ça provoque une réflexion à partir du travail collectif de Mediapart, les reportages de Mathilde, de François Bonnet et de bien d'autres, pour aller contre, et ça a été dit tout de suite, contre la vulgate dominante qui a voulu d'emblée, au niveau politique et médiatique, et on en voit aujourd'hui, cette semaine, le pire visage, on a voulu d'emblée que ce peuple soit laid, soit violent, soit brutal, soit raciste, soit xénophobe. Et on a voulu qu'il soit vil. Donc en fait, il y a eu un discours et un dispositif tout de suite de haine de classe, de haine sociale, venu d'en haut, et dont on voit la traduction aujourd'hui, le fait de légitimer une violence illégitime de l'État contre des manifestants qui manifestent pour des droits démocratiques ou pour des droits sociaux. Alors, j'ai fait ce livre pour essayer de faire un puzzle, dire... voilà, mettre en perspective, faire des résonances. Et il y en a deux pour répondre à la question de Mathilde. Il y a d'abord comme une balle de tennis qui irait, qui irait rebondir sur un mur bien loin et qui reviendrait. Les Gilets jaunes ont pris un mode d'action qui est l'occupation des ronds-points. Eh bien, ce mode d'action, il est né en Guyane, fin 2008. Et ensuite... il s'est étendu en Martinique et en Guadeloupe avec le mouvement contre ce qu'on appelait en créole la profitation. Le fait qu'en effet, il y a une accaparation des richesses. Et c'est tout simple. Quand on va en Guyane, on le voit bien, c'est des grands espaces et au fond, les seuls endroits de rassemblement, c'est les ronds-points. Hein, et c'est là où on peut bloquer, s'arrêter. Et il y a un grand symbole dans cette histoire des ronds-points. On est dans une circulation, dans une civilisation de l'automobile, de la vitesse, du temps immédiat. Et donc, voilà, plouf. Et bien là, il y a des gens qui bloquent et qui disent on se pose, on s'arrête et on prend le temps de se parler et on prend le temps d'inventer ensemble. Alors, et c'était déjà un mouvement populaire qui a surpris... je rappelle juste, pour rappeler des choses très élémentaires, dans le cadre des situations coloniales qui existent dans les territoires d'outre-mer, par exemple, ils ont posé quelque chose dont nous avons profité depuis. C'est les premiers à avoir fait des études sur les forfaits téléphoniques, sur combien on payait pour les textos, sur combien les opérateurs s'enrichissaient en masse sur notre dos. Alors, on a, depuis, les tarifs ont évolué, etc. Mais c'est cette action populaire a été la première à faire ça. Et la deuxième résonance, pour moi, et d'une certaine manière, ce qu'on a documenté sur Mediapart cette semaine par rapport au discours de répression et, quels que soient les amendements depuis, au recours à l'armée, en tout cas à ce discours de peur au point de convoquer l'armée dans un dispositif de maintien de l'ordre, c'est que, pour moi, il y a une lumière dans ce mouvement des Gilets jaunes qui est, au fond, d'éclipser le XXe siècle, sa culture des avant-gardes, des sachants autoproclamés, de ceux qui croient mieux que le peuple ce qui est bon pour lui, et de renouer avec l'espérance originelle de l'égalité, celle des combats fondateurs du XIXe siècle, ce qu'on appelait la République démocratique et sociale. On l'oublie, mais tout ce dont nous profitons aujourd'hui est né là. Les questions de liberté d'expression, de liberté de manifestation, de liberté d'association, toutes ces libertés fondamentales qui ont permis de conquérir les droits sociaux,
les droits essentiels, les droits des services publics. Et vous voyez bien la dialectique et l'enjeu aujourd'hui qui, pour moi, exige qu'on soit tous solidaires des Gilets jaunes dans la diversité de ce qu'ils sont et sans être naïfs. Et comme tout mouvement social, il a sa pluralité. Mais on doit être solidaire. Pourquoi ? C'est que l'entêtement du pouvoir à vouloir battre les Gilets jaunes, à ne pas discuter, à ne pas négocier, à vouloir les battre, c'est un entêtement pour avoir une victoire, pour remettre en cause nos droits fondamentaux. La loi sur le droit de manifestation le prouve. C'est nos droits fondamentaux. Ils ne vont pas négocier, ils ne vont pas discuter. Ils veulent cette défaite pour pouvoir accélérer. C'est tout le sens de la mise en scène de M. Macron. Gardez le micro parce que par rapport à ce que vient de dire Edoui et puis ce que disaient François et Yann aussi, comment, quand vous disiez Amel tout à l'heure, on a décidé qu'il y a des choses dont on ne voulait pas, par exemple la question sur l'immigration, et puis des choses qu'on voulait et qu'on décidait en AG sur les questions sociales. Comment vous construisez d'une certaine manière, des revendications collectives et comment certaines émergent plus que d'autres. On l'a dit, hein, la justice fiscale, la justice sociale, l'intensité des questions démocratiques et d'un renouvellement démocratique. Comment vous arrivez à construire ça concrètement par la discussion dans le groupe auquel vous appartenez ? En fait, lors de chaque AG, on met en place des votes sur chaque ordre du jour. Et par exemple, il y a eu des représentants qui se sont rendus à Commercy. L'Assemblée des Assemblées. Voilà, l'Assemblée des Assemblées. Et il fallait donner une liste de revendications principales. Donc pour faire émerger cette liste, dans notre groupe, on est une centaine à peu près. On a fait tourner des questionnaires avec un ordre de priorité sur chaque revendication. Et de ce qui est ressorti, les personnes qui ont été mandatées pour se rendre à Commercy les ont mis en avant pour nous, les ont cités à notre nom et ont un peu, enfin c'était nos porte-paroles, nos mandatés. Et en faisant ça, en questionnant les membres de notre collectif, on arrive un peu à faire ressortir l'esprit du groupe. Et l'esprit du groupe, il est totalement dans la lutte des classes, contre l'oligarchie, pas mal de revendications sociales. Et le RIC, il vient bien après, en fait. Il est un peu secondaire. Chez vous, le RIC, il est secondaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté le groupe sur des désaccords sur le fond ? Oui, il y en a qui ont quitté le groupe, mais parce qu'en fait, je vous avais dit, au début, on a mis en place une charte. Une charte avec ce qu'on peut faire au nom du groupe et ce qu'on ne peut pas faire. Les individualités sont à mettre de côté. Et il s'est passé certaines choses, certaines personnes ont tenu des propos qui ne représentaient pas du tout le groupe, du coup, ils ont quitté le groupe. Voilà. Mais ça arrive qu'on ne soit pas d'accord. Même entre groupes locaux d'Île-de-France, on arrive à discuter pendant des heures sur des sujets dont on n'est pas d'accord, mais on arrive à se rejoindre pour des opérations, pour des blocages, lors des manifestations. C'est sûr que mon voisin gilet jaune, il voudra peut-être plus un RIC. Moi, je serais un peu plus sur pouvoir d'achat, vous voyez ? Mais on arrive quand même à marcher ensemble et voilà, à mettre nos individualités de côté. Et je pense que c'est ça notre force et c'est ça qui nous fera avoir ce qu'on veut avoir, quoi. Yann Lelanne, dans les... Si vous applaudissez à chaque fois, on ne va pas s'en sortir. Hein, mais... Yann Lelanne, dans ce que vous avez compris et analysé du mouvement, évidemment c'est une recherche en marchant, hein, donc ça bouge aussi, j'imagine, mais qu'est-ce qui émerge selon vous ? Qu'est-ce qui fait un peu commun, qui fait ciment dans le mouvement ? Et qu'est-ce qu'on met de côté, quitte à ce que ça pète plus tard ? Alors, pour comprendre cette question, nous, on est un peu obligés de ne pas croire les Gilets jaunes sur parole. On est obligé de prendre un peu de distance. Donc, on se pose des questions de base. Alors, j'ai écouté, est-ce qu'il y a les modestes, est-ce qu'il y a les classes moyennes, etc. Nous, on est arrivé, ce qui nous a surpris de façon assez spectaculaire, c'est cette histoire de rond-point. C'est-à-dire qu'on se pointe sur les ronds-points et on voit en grand des revendications socio-économiques, sur le salaire, sur la justice fiscale, sur le rétablissement de l'ISF, mais au milieu de tout ça, il y a des revendications salariales qui sont extrêmement importantes. Et lorsqu'on interroge les Gilets jaunes, ils nous disent « bon, très bien,
On est là aussi pour obtenir, vivre dignement de notre salaire, de notre travail, obtenir un meilleur salaire, etc. Alors, on a transformé ça en question scientifique, en quelque sorte. Pourquoi des gens qui réclament un meilleur salaire ne vont pas le demander à leur patron? C'est quand même une énorme question. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent sur des ronds-points? Alors certes, la Guyane et la Martinique se sont mobilisés comme ça, mais c'est un très ancien mode de mobilisation, y compris en métropole, où au XIXe siècle, il y avait des occupations de places, de ronds-points, autour de revendications salariales. Pourquoi il y a ce rétablissement? L'hypothèse du groupe, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise. Il se passe quelque chose dans le monde du travail qui est de l'ordre de la dépossession. Et que finalement, les gilets jaunes qui se sont mobilisés au début ont été obligés en quelque sorte de contourner le monde de l'entreprise parce que le monde de l'entreprise est aussi un monde de violence. Alors on est allé sur les ronds-points pour poser des questions simples. Pourquoi vous ne demandez pas une augmentation à votre patron? Est-ce que vous l'avez fait? Quelle a été la réponse que vous avez eue? Pourquoi est-ce que vous estimez qu'il est nécessaire de se mobiliser sur les jours fériés, sur les heures non ouvrées et en dehors de l'entreprise? La réponse à ces questions, et puis par ailleurs, sur quel type de contrat êtes-vous, etc. La réponse à ces questions est pleine d'informations, y compris, je le dis pour les journalistes, parce que, à mon avis, il y a beaucoup de choses à tirer de ces questions. Premièrement, les gilets jaunes qui sont mobilisés, c'est très souvent des travailleurs, mais des travailleurs précaires. Plus souvent que dans le reste de la population. Deuxièmement, lorsqu'ils ne sont pas précaires et qu'ils sont en CDI, ils appartiennent plus souvent que le reste de la population à des petites structures, des PME, des très petites entreprises, des entreprises familiales. Et lorsqu'on leur demande pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas une augmentation à leur patron, eh bien la réponse, elle est souvent très violente. Premièrement, c'est une entreprise familiale, on sait que c'est l'aîné qui aura l'augmentation. Deuxièmement, on connaît la réponse. Ça fait 10 ans qu'on la demande. Et donc on ne la demande même plus tellement on sait qu'on n'aura pas d'augmentation. Tout ça, c'est une violence qui est vécue, non pas sur les ronds-points, mais à l'intérieur des entreprises et qui a impliqué en quelque sorte une stratégie de contournement. Une stratégie de contournement parce que finalement la violence était trop importante à l'intérieur du monde de l'entreprise. Donc, ce qui s'est mis en place, c'est une revendication, et c'est ce qui nous a étonnés, salariale, interprofessionnelle, qui n'avait pas prise sur le niveau microéconomique, à l'échelle du face-à-face avec le patron, mais qui a cherché à assigner l'État, qui a cherché un retour de la décision politique pour que l'État retrouve son rôle, non pas au service d'une classe, mais d'arbitre de classe pour pouvoir obtenir un certain nombre de progrès sociaux. Mais pour comprendre cela, encore fallait-il considérer ces gilets jaunes comme des producteurs, encore fallait-il considérer ces gilets jaunes comme des salariés, et non pas comme effectivement une ville peuplade prête à toutes les subversions et violences. Ce sont donc principalement des salariés, des producteurs, mais qui sont dessaisis au niveau démocratique et au niveau de l'entreprise de leur pouvoir, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette stratégie de contournement. Est-ce que François Boulot, comment vous avez vu se constituer un peu des étendards en termes de revendications, et aussi comment s'est fait le glissement assez récent, enfin peut-être que c'est une construction journalistique assez récente, d'un rapprochement entre les mobilisations sociales et les questions climatiques. Comment ça s'est opéré? Est-ce que c'est aussi parce que certaines figures publiques des Gilets jaunes l'ont mis sur la table que d'une certaine manière, ça a ruisselé vers les ronds-points, si je puis dire? C'est quoi le mouvement? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc avant de répondre à la question, je vais essayer de... Je voudrais déjà vous remercier, Monsieur Plenel, pour les interventions que vous avez faites dans les médias traditionnels, parce que les personnalités ont été rares à avoir compris dès le début le mouvement, et il n'y a pas un mot que vous ayez prononcé qui ne correspondait pas à la réalité du mouvement et ses revendications, et vraiment, je tiens à vous remercier parce que c'était le désert. Alors ensuite, je vais vous répondre. Votre analyse, pour moi, en fait, je suis un peu en désaccord parce que, justement, moi, je ne sais pas ce que c'est l'entreprise. Et je dis ça, je fais du droit du travail. Je ne sais pas ce que c'est l'entreprise. Moi, je connais des PME et je connais des grandes entreprises. Voilà ce que je sais et elles n'ont strictement rien à voir. Quand on oppose moins de taxes et augmentation des salaires,
en réalité, c'est la clé du même problème. Aujourd'hui, les PME n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires en général. Vous avez des dépôts de bilan extrêmement importants, vous avez des entreprises, des PME qui payent beaucoup de cotisations sociales et d'impôts, parce que ces gens-là ont des salaires, on va dire, de 2, 3, 4, 5 000 euros. Donc, ils payent l'impôt à 70% en tout, après cotisation et impôt sur le revenu. Le problème, ce sont que les très grandes entreprises, elles, échappent totalement à l'impôt, que ce soit l'impôt sur les sociétés, et derrière, les actionnaires qui vont également pratiquer de l'évasion fiscale. Et c'est ça, en fait, la rupture qu'il y a aujourd'hui. Ce sont ces très, très, très riches qui se sont totalement affranchis de l'imposition. Et on a ce chiffre incroyable des 500 familles les plus fortunées de France, qui en 96 comptaient pour 6,7% dans le PIB français. Et désormais, 2017, c'est 25%, et 2018, c'est 30% dans le PIB français. Voilà où est passé l'argent. Et quand je dis que moins de taxes et plus de salaires, c'est à peu près la même chose, la solution est la même, c'est que l'une des propositions qu'on fait, c'est que le CICE, qui coûte donc 40 milliards en 2019 à l'État, est capté pour moitié par les plus grandes entreprises. Donc il y a 20 milliards qui vont au CAC 40. Donnons ces 20 milliards aux PME, ça va leur permettre à elles de se dégager un peu de marge et ça va leur permettre pour elles de supporter des augmentations de salaire, de supporter une augmentation du SMIC. Parce qu'aujourd'hui, les PME, à mon avis, auraient beaucoup de mal sans aide à le faire, alors qu'en revanche, le CAC 40, qui a distribué 47 milliards de dividendes en 2017, 57 milliards de dividendes en 2018, eux, il n'y a pas de difficulté, ils vont pouvoir supporter des augmentations de salaire. Donc, je veux vraiment, pour moi, j'ai rencontré, moi, des chefs d'entreprise sur les ronds-points. Je ne vous dis pas que c'est la majorité, mais il y en avait. Un certain nombre d'artisans, c'est vrai. Exactement. Il y a des artisans, des commerçants. Donc, véritablement, moi, je veux lier les salariés et les PME, les artisans, les commerçants ensemble. Et on doit s'opposer, en fait, à l'oligarchie, aux très grandes entreprises, au CAC 40. Pour moi, c'est ça, aujourd'hui, le sujet. Et justement, on a joué sur cette division depuis trop longtemps et on a brouillé les messages. Et donc, pour moi, la division marxiste classique n'est plus d'actualité aujourd'hui. Les salariés et les PME, ils côtoient les mêmes endroits. Ils vont dans les mêmes restaurants, ils vont au cinéma, etc. Alors que la haute bourgeoisie, elle, vit en cercle fermé, en vase clos, dans des quartiers qu'on connaît à Paris. Et donc, je crois qu'il faut vraiment être clair sur cette distinction. Alors la question c'était le climat. Alors peut-être avant le climat simplement, il y a eu un projet qui a été fait de charte commune des Gilets jaunes que j'ai écrit et ensuite on l'a soumis sur les réseaux etc. Pour demander l'avis des gens. Bon, on est quasiment à 100 000 votes. Il y a eu 92% d'approbation, il y a eu 6 000 commentaires, donc on est en train de travailler et on a déjà modifié le texte. On l'a fait en lien avec l'une des personnes qui a été déléguée par l'Assemblée des Assemblées pour rédiger la charte. Du coup, on est déjà convenu que la charte s'appellera préambule à la charte, parce que comme ça va permettre à tous les autres groupes ensuite d'avoir leur charte. Parce que beaucoup de gens en fait veulent un document interne de structuration, un message qui s'adresse plutôt à l'intérieur du mouvement. Le préambule à la charte, il a vocation à répondre à l'urgence et contrer la propagande médiatique. Non, le mouvement n'est pas violent. Non, le mouvement n'est pas raciste ou antisémite. Non, les revendications ne sont pas floues. Elles sont très claires. Je les ai dites tout à l'heure, je les répète en boucle depuis 2 mois et demi. Donc ça va permettre de dire aux médias, puisque vous avez des problèmes d'audition, maintenant vous allez les lire, les revendications. Puis là, peut-être que ça va rentrer. Bon. Et donc, c'est important parce qu'au tout début, vous me posiez la question du porte-parole national, etc. Moi, je pense qu'en l'État, on n'est pas capable d'avoir un processus de désignation légitime pour désigner des porte-paroles nationaux. Donc, à mon avis, ça affaiblirait le mouvement plus que ça ne le renforcerait. Donc, il faut se fédérer sur le message et essayer de légitimer le message commun. Et là, ça va permettre à tout à chacun qui ira sur un plateau de télévision, qui parlera dans une caméra, de s'exprimer dans le cadre de ce préambule de charte et donc d'être très fort. Parce que si demain, il y a des centaines et des centaines de milliers de signatures, les médias pourront pas dire « Ah, mais vous ne parlez pas pour le mouvement ». Si, je parle au nom du mouvement, puisque je parle dans le cadre de ce texte qui a été voté par beaucoup de personnes. Donc, sur la question de la convergence, en fait, dès le début, nous, à Rouen, déjà, on a essayé et on a convergé avec les syndicats. Dès le 1er décembre, on a manifesté avec la CGT. L'idée est, en fait, d'essayer d'amplifier la mobilisation. De toute façon, il va falloir un mouvement de masse au mois de mai ou juin. Et je rejoins totalement M. Plenel, l'heure est vraiment très grave. Ce qu'on appelle le néolibéralisme est en train de dériver vers l'autoritarisme.
totalitarisme parce qu'il n'y a plus d'adhésion à cette idéologie politique. Et donc le seul moyen pour le pouvoir de tenir, c'est la répression policière et judiciaire, avec des lois tout à fait liberticides aujourd'hui qui sont adoptées. Et le moment, à mon avis, est vraiment critique, et c'est la raison pour laquelle il faut maintenant agréger toutes les énergies du pays avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc c'est pour ça qu'il y a la convergence avec les syndicats, bon, qui ont un peu de mal quand même à se mettre en mouvement, notamment au niveau national. C'est-à-dire que moi, je fais une distinction très claire entre les organisations au niveau national et les bases syndicales que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître. Et j'ai découvert des gens tout à fait formidables, très courageux, très investis, très conscients politiquement. Et on essaye d'œuvrer ensemble et de faire des actions ensemble. Et puis, il y a eu la convergence avec le climat, parce qu'il y a aussi quelque chose de fort qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que dans les esprits, la convergence est totalement faite entre l'idée que la transition écologique est une urgente nécessité, mais qu'il le faudra, il faudra passer par la répartition équitable des richesses. L'un ne peut pas se faire sans l'autre, parce que vous ne pouvez pas demander à des gens qui vivent aujourd'hui dans la misère et qui ont des grandes difficultés de faire des efforts sur l'écologie quand ils voient qu'on ne va pas taxer les multinationales polluantes, quand on ne taxe pas le kérosène. Bref, quand vous appliquez une politique injuste, vous ne pouvez pas avoir un consentement à cette idéologie politique. Donc il y a une convergence sur les revendications, syndicats et climat. Et l'idée est d'amplifier le rapport de force le plus possible. Et dernier mot, non, mais je le dirai après, pardon, sinon je parle trop. Amel, vous vouliez réagir? En fait, c'était juste par rapport à la charte. En fait, il y a le premier week-end d'avril, il y a la deuxième assemblée des assemblées à Saint-Nazaire avec plus de 150 délégations. Et ce serait bien de mettre en place ça là-bas, pour que ça ait une légitimité. Ah, c'est prévu, justement, la personne, c'est Christophe de Montpellier, qui a été délégué par l'Assemblée des Assemblées, et il sera à Saint-Nazaire pour travailler sur la charte, le projet de charte. Merci. Et juste un petit mot sur les syndicats. Nous, depuis le début, on travaille avec eux. On a fait pas mal d'opérations avec eux, notamment Rungis. Grâce à eux, quand même, parce qu'ils ont ramené du blocage de Rungis. Et on n'a pas de mal à converger avec pas mal de syndicats ou de groupes comme le collectif pour Adama, etc. Non, je voulais, par rapport à cette question qui est essentielle, hein, la convergence, il faut créer un rapport de force. Je prends une image hein, dans le livre, je dis, puisque c'est à ça que je voulais réagir par rapport à la référence à Marx tout à l'heure. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Walter Benjamin qui critique une formule de Marx. Marx disait « Les révolutions sont la locomotive de l'histoire ». Et Benjamin, qui critiquait un peu cette idée que va reprendre un marxisme un peu vulgaire, mécanique, cette idée d'un progrès, une histoire écrite. Hein, on sait ce qu'est l'histoire. Nous, journalistes, on doit être bien placés pour dire on ne peut pas prédire le futur. Il faut au contraire être disponible à l'événement, à l'inattendu. Et les Gilets jaunes sont une incarnation de cet événement et de cet inattendu. Et d'ailleurs, Marx lui-même, dans ses écrits les plus politiques, a toujours été ouvert à l'événement. C'était le cas évidemment sur la Deuxième République et le coup d'État de Napoléon III, et puis sur la Commune de Paris, où là il y a une résonance avec aujourd'hui, puisqu'il y avait au fond une gauche traditionnelle, républicaine, traditionnelle, qui a regardé avec mépris la populace de la Commune de Paris, y compris des milieux intellectuels qu'on voit dans l'histoire de la gauche, Zola, George Sand, Anatole France, ont eu que mépris pour cette populace des pétroleuses, parce qu'ils ne les connaissaient pas, parce que ça les débordait, parce que ça ne parlait pas comme eux, parce qu'ils n'étaient pas assermentés gauche républicaine, démocratique et sociale. Donc je dis ça pour dire que un événement comme celui-là, et Marx en est un exemple, c'est aussi nous obliger à penser contre nous-mêmes et à penser l'inattendu. Et donc je reviens, après cette digression, à la phrase de Marx critiquée par Benjamin. Donc Marx dit, c'est la locomotive de l'histoire. Et Benjamin lui dit, c'est pas ça. C'est plutôt le moment où les passagers du train, alors la première formule est importante, les passagers du train, ils n'ont pas décidé de venir à un meeting ou à une manif. Ils sont dans le même train. Et ils peuvent être ouvriers, salariés, retraités, petits patrons, pour reprendre tout ce que vous disiez tout à l'heure.
Et ils prennent conscience, ces passagers du train, que le train va dans le mur, que c'est un train d'enfer, qu'il les envoie dans la catastrophe. Et donc, dit Benjamin, en fait, la révolution, c'est le moment où les passagers du train, en tirant le signal d'alarme, déclenchent les freins d'urgence et disent « il faut s'arrêter là ». Urgence climatique, urgence sociale, tout ça a été décliné tout à l'heure, urgence démocratique, il faut s'arrêter. Alors je dis ça parce que je pense qu'il faut continuer à interpeller ceux qui se réclament de l'émancipation, de l'égalité, des héritages des luttes anciennes. Parce qu'ils ne se sont pas assez bougés là. Et ça fait quand même plus de 4 mois que les Gilets jaunes ont démarré. Et ils sont encore un peu sur le bas-côté. Et ils sont un peu encore les bras croisés. Puis ils sont encore à dire, mais bon, je ne sais pas trop, hein. Il y a quand même des types bizarres, il y a des porte-paroles curieux. Vous les voyez là, hein. Il y a ce doute qui est encore très présent dans une sorte de gauche confortablement installée dans ses certitudes, alors que son bilan de ces dernières années n'est pas grandiose, et qui ne se remet pas en question, qui ne se bouge pas, qui ne se dit pas, bon, je verrai bien, peut-être que, je ne sais pas comment ça va tourner, mais à partir du moment où il y a en effet des gens qui ont tiré le signal d'alarme et qui disent, ça ne peut pas continuer comme ça, ben, je vais quand même les accompagner. Je vais quand même faire un bout de chemin avec eux. Et puis quand même, ce qui déguste depuis 4 mois, je ne peux pas rester indifférent. Le maintien de l'ordre le plus violent de notre histoire sur l'Hexagone depuis le contexte de la guerre d'Algérie. Ce que nous racontons, il y aura un débat sur les violences policières tout à l'heure avec David Dufresne. Ce que David Dufresne, avec Mediapart, documente, ce n'est pas des violents hein, qui se sont pris 22 éborgnés, une tuée, Madame Redouane à Marseille, et 5 mains arrachées. Ce n'est pas toutes ces personnes, et tous les cas sont documentés sur Mediapart, n'avaient commis aucun délit, n'avaient commis aucune violence. Ce sont des manifestants pacifiques qui, eux, sont marqués à vie. À vie. Et on n'a jamais eu ça. Même en 68, mai-juin 68, on n'a pas eu ça. Et donc, comment expliquer que l'ensemble de ceux qui se sentent dépositaires de toutes ces luttes ne se soient pas dit, mais un des samedis, on est tous là, on est tous en gilet jaune, on les accompagne, on est avec eux, on est solidaires d'eux, car ce qui leur arrive, c'est ce qui va nous arriver à nous aussi si on dresse l'oreille demain. Vous avez bien vu ce qui se passe quand même. Les détentions arbitraires pour empêcher des gens de manifester, une loi pour interdire des manifestations. Et je trouve très fort ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce qu'il y a un détail dans le maintien de l'ordre qui montre toujours combien le pire, c'est l'indifférence. Vous savez, le vrai danger, ce n'est pas les bruits de bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est l'indifférence. C'est dire, oh ben, ça concerne d'autres, hein, et puis ceux-là, ils l'ont peut-être bien mérité, ce n'est pas mon affaire. Et il y a un exemple qui passe par l'histoire du maintien de l'ordre. Les LBD et les brigades anticriminalité. On les fait venir, là. Ce n'est pas les compagnies républicaines de sécurité, ce n'est pas les gendarmes mobiles, ce n'est pas les unités spécialisées dans le maintien de l'ordre à la française. Elles viennent d'où, ces pratiques? Mais de ce qui se passait dans les quartiers populaires, de ce qui est vécu dans les quartiers populaires. Donc vous voyez, ce qu'on expérimente tout là-bas, un jour il fait retour au centre. Donc ce qui se passe à propos des Gilets jaunes nous concerne tous. Nous devrions dire, nous sommes tous Gilets jaunes. Alors, Edoui, merci pour la transition. Effectivement, Amel Benami, tout à l'heure, vous me disiez les quartiers populaires sont dans le mouvement, évidemment, et c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit banlieue sur notre front qu'on n'y est pas. Est-ce que vous pensez que les violences policières que subissent les quartiers depuis de nombreuses décennies ont, d'une certaine manière, aussi mobilisé dans ces parties du territoire avec les Gilets jaunes? Et est-ce que c'est désormais aussi, d'une certaine manière, un trait commun qui cimente le mouvement? C'est-à-dire que le niveau de violence est tel que le mouvement des Gilets jaunes est aussi nourri de ça et ne pourra pas revenir en arrière à cause du niveau de violence. Nous, en fait, on s'amuse ironiquement à dire que les banlieusards
C'était des gilets jaunes avant les gilets jaunes, en fait. Puisqu'ils subissaient un peu... voilà, quand vous habitez dans un quartier, vous faites arrêter parce que vous êtes noir, parce que vous êtes arabe, parce que... voilà, pour pas mal de... Enfin, c'est de la discrimination quotidienne qu'on vit, qu'on subit. Après, nous, on avait l'habitude de s'habituer à ça. C'était normal. Fallait pas trop parler quand on se faisait contrôler, fallait rester calme, etc. Mais maintenant, en fait, on en a marre. C'est un cumul. C'est un cumul. Nos parents... En fait, on n'a pas envie que nos enfants vivent la même chose qu'on a vécu. On n'a pas envie que, par exemple, une personne juste sur une simple arrestation meure ou soit blessée à vie comme ça a pu être le cas de nombreuses fois. Et du coup, de par tout ça, ça a fait un tronc commun qui nous a dirigés vers les associations un peu de quartiers populaires, comme le collectif Adama, je disais tout à l'heure. Et oui, dans le mouvement, il était dit que « mais où sont les banlieusards? Mais où sont les banlieues? Il faut appeler les banlieues, comme ça va bien péter, etc. etc. » Je suis désolée, ça fait depuis le début du mouvement que nous, banlieusards, on y est et on n'a pas forcément allumé une seule allumette. Enfin, c'est une expression. La plupart des gens, ils stigmatisent un peu les gens qui viennent de banlieue. On n'est pas des sauvages, on a envie de manifester tranquillement, pacifiquement. Mais il y en a plein qui sont inquiétés du fait du lieu d'où ils viennent. Voilà, il y en a qui ont des casiers, il y en a qui ont ça et qui viennent pas forcément lors des manifestations parce que ce sera les premières cibles. Nous, du coup, avec le collectif Adama, on essaye d'intervenir en banlieue, on essaie de faire de la sensibilisation. Même moi, dans ma ville, j'habite à Sevran, j'essaye de parler avec plein de gens, j'essaie pas de les convertir, mais de leur dire, écoutez, moi, ça fait depuis le début que j'y suis. C'est pas des fachos qui sont là le samedi, hein, c'est des gens qui en ont marre, et nous on en a marre. On en a marre du système D, on en a marre de pas mal de choses. On paye des impôts pour même pas être éclairé la nuit, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les routes sont... voilà, et du coup, tout ça s'est cumulé en nous, et du coup ça nous a fait logiquement tourner vers le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que pas mal de gens se sentent rassurés en voyant des gens de banlieue et vont rejoindre le mouvement, sans pour autant venir tout brûler, tout casser, etc. C'est les plus pacifistes même. Voilà. Bon, au risque de paraître un peu décousu, il y a un point quand même, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, la violence dans le travail. Et je veux faire un peu de pédagogie là-dessus parce que la réforme du Code du travail de 2017, elle est quand même passée un peu inaperçue. Je veux vous parler de deux mesures parce que je les vois dans ma pratique professionnelle qui sont fondamentales. La première, c'est la barémisation des dommages et intérêts pour les licenciements sans cause réelle ni sérieuse. Hier, avant la réforme, quand vous aviez 2 ans d'ancienneté, les dommages et intérêts, c'était 6 mois minimum. C'est-à-dire que l'employeur, il y avait un vrai effet dissuasif. Et il ne pouvait pas licencier sans motif, au risque de prendre 6 mois minimum de sanctions. Et 6 mois minimum, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça, potentiellement, ça pouvait être 8, 10, 12 ou 15 mois de salaire. Donc, on ne licenciait pas les gens comme ça. Aujourd'hui, vous avez un barème qui est évidemment très bas, surtout pour les petites anciennetés. Et moi, je vois nombre de dossiers où des gens se font licencier sans aucun motif. Simplement, l'employeur regarde son barème, il provisionne 2 ou 3 mois, parce que c'est ce que dit le barème, et il licencie sans motif. Et puis vous avez encore pire que ça. Je vous assure, il y a pire. Il y a la définition du motif économique. Voilà des années et des années que les entreprises, les grandes entreprises, délocalisent et les bonnes consciences nous expliquent qu'on ne peut pas faire autrement, c'est la mondialisation. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron à Amiens, dans l'entre-deux-tours, c'est ce qu'il est à dire au Whirlpool en disant « on ne peut rien faire, mais on va vous obtenir des indemnités pour pouvoir vous reconvertir professionnellement. » Ah, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redéfini le motif économique en disant que désormais, le motif économique, c'est-à-dire les difficultés économiques qui sont invoquées par l'entreprise pour justifier le licenciement pour motif économique, s'apprécieront sur le seul territoire français. Et non plus, avant, c'était au niveau du groupe. C'est-à-dire que si le groupe était mondial, alors on appréciait les difficultés au niveau du groupe. Ce qui veut dire que si la filiale française était déficitaire, la Cour de cassation lui disait « je m'en moque, montrez-moi vos résultats au niveau du groupe ». Donc si vous êtes déficitaire en France, mais que vos résultats ils sont positifs au niveau du groupe, vous n'avez pas de difficultés économiques, vous n'avez donc pas le droit de licencier pour motif économique, et donc les salariés se faisaient quand même licencier,
Mais au moins, ils pouvaient négocier ce qu'on appelait les indemnités supralégales. Donc ils avaient un vrai pouvoir de négociation et si l'entreprise ne donnait pas suffisamment, on allait au prud'homme et on gagnait et ils obtenaient des dommages et intérêts substantiels. Ça leur permettait de se reconvertir. Aujourd'hui, c'est terminé. La loi, elle est du côté des grands groupes. On sait qu'ils peuvent faire comme ils veulent pour rendre leur filiale française déficitaire. Et donc, les salariés n'ont plus le droit de leur côté. Ils s'en tirent juste avec leur petite indemnité légale de licenciement. On ne va pas aller loin, c'est 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Hein. Donc, je vous laisse voir à peu près le montant ridicule que ça donne. Et donc là, on a ouvert la boîte de Pandore à ce que les délocalisations pullulent plus que jamais. Et donc, je voulais vraiment en dire un mot là-dessus. Pourquoi ça vous semble important? Ce que vous voulez dire en termes de violence? Oui, bien sûr, parce que c'était la violence sociale qui était décrite et cette loi, évidemment, a considérablement précarisé les salariés. Et je voudrais maintenant simplement passer sur l'analyse des violences. Des violences, notamment en manifestation. Alors, la première chose à dire, c'est évidemment le traitement médiatique insupportable qui est fait, qui évidemment se fixe toujours sur les violences matérielles et jamais sur les violences physiques. Et M. Plenel en a parlé. Moi, je suis désolé, je n'ai pas versé une larme pour le Fouquet's. Ça, c'est clair. Alors, je ne dis pas que je suis pour les violences, mais moi, je ne pleure pas pour ça. Et c'est insupportable de ne pas voir des images, qu'on ne parle pas, effectivement, des 22 éborgnés, des 5 mains arrachées. Moi, effectivement, j'ai notamment été bouleversé quand Jérôme Rodriguez a perdu son œil parce que je le connaissais et ça m'a profondément touché. On a vu une séquence de David Dufresne, effectivement. Enfin, je veux dire, les gens, quand on vit ça, quand on regarde cette réalité en face, ça ne peut pas nous laisser indifférents. On a vraiment l'impression que dans le traitement médiatique, ils ont des cœurs de pierre. Et, ils illustrent à merveille la maxime de Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, et c'est plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. Et ils ne veulent pas le voir. Ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni, ces gens-là. À tel point d'ailleurs que c'est absolument formidable. Ça faisait des semaines qu'on réfléchissait à se dire bon, comment on fait pour alerter les instances internationales pour qu'elles sermonnent la France. Bon, ça a été fait. Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'ONU. Et on a assisté à cette émission extraordinaire sur LCI où à la fin de leurs réflexions et de leurs démonstrations très pertinentes, ils ont analysé, ils ont pu déceler qu'en réalité, l'intervention de la haute commissaire aux droits, Michel Bachelet, était une instrumentalisation du Venezuela et de je ne sais quel parti d'opposition. Enfin, on vit dans la 4e dimension actuellement. C'est tout à fait sidérant. Et donc, en revanche, on est en train de tomber dans un piège dans le mouvement. On est en train de tomber dans le piège de la violence en manifestation. Les gens sont désespérés et je le vois, moi. Les gens se radicalisent. Il n'y a pas que les Black Blocs. Il y a les Gilets jaunes qui se radicalisent actuellement. Et c'est pour ça que moi, j'essaye. J'essaye de leur dire que c'est un piège. Qu'a-t-on obtenu si on fait le bilan depuis 4 mois de la violence qu'il y a eu? Rien. On a eu la répression policière et judiciaire. On a eu la loi anti-casseurs et aujourd'hui on a l'armée dans les rues. Donc votre bilan, le bilan il est catastrophique. Et pendant ce temps-là, en plus, samedi dernier, on avait la loi Pacte qui passait, qui a privatisé Aéroport de Paris, Française des Jeux, et ça s'est fait dans l'indifférence générale la plus complète. Est-ce que vous obteniez davantage? Est-ce que vous obtenez davantage quand les manifestations sont pacifiques et encadrées et déclarées? Alors moi, je ne crois pas effectivement que les manifestations pacifiques permettront de gagner le rapport de force politique, il faut être clair. Mais en revanche, il faut créer le nombre, le plus grand nombre, pour que l'opinion publique se retourne. Et ensuite, évidemment qu'il va falloir que ça s'accompagne d'actions de blocage de l'économie, de désobéissance civile, mais il faudra avancer sur les 2 jambes. Il y a des gens qui sont des têtes dures, et depuis 4 mois, ils en font la démonstration, et notamment de leur courage, et qui vont se mobiliser. Mais à un moment donné, je vous le dis, le moment, comme je vous le disais, il est critique et il va falloir que tout le monde se mobilise et il va y avoir des moyens d'action, de mobilisation plus rassurants, plus tranquilles, plus sécurisants qui vont être faits, notamment peut-être par l'humour, par la satire, par le tractage, par des affiches qui vont être faites. Mais il va falloir que tout le monde se bouge parce qu'il faut que l'opinion publique se retourne pour obtenir soit un retournement au moins partiel des médias, soit un retournement des policiers. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, soit des actions de désobéissance civile par le blocage de l'économie. Je ne dis pas que c'est facile. Je préférerais avoir un pouvoir exécutif qui serait d'accord pour négocier et dialoguer. Pas de chance, ils ne veulent pas. Ils veulent négocier avec personne, ils veulent écouter personne. Donc on n'a pas le choix, il faut un mouvement de masse. Et donc véritablement, le moment est critique. On assiste à une dérive ultra-autoritaire du pays et je suis très inquiet moi que les bonnes consciences de ce pays ne se réveillent pas et je conclus simplement en disant que j'ai été sidéré quand il y a eu la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart où je vois sur Google, je tape
et je vois les articles de vos confrères qui titrent « Mediapart refuse une perquisition dans ses locaux ». C'est-à-dire que la question que vous posez spontanément, c'est « Mais avait-il le droit de refuser cette perquisition ?» On ne se pose absolument pas la question de savoir « Mais pourquoi la perquisition? Atteinte à la liberté de la presse, au secret des sources ?» Enfin, les questions qui auraient dû spontanément se poser tellement cet acte paraissait tout à fait disproportionné. Donc on a un vrai problème et c'est pour ça qu'il faut une mobilisation de masse, parce que si demain il y a cette mobilisation, les médias... Le mouvement a déjà permis aux médias d'infléchir leur position. Ils ont déjà été obligés de nous écouter, de nous entendre. Moi, aujourd'hui, je passe sur les plateaux télé. Je ne pense pas que ça leur fasse très plaisir que j'y aille et que je raconte ce que je dis. Mais ils sont obligés. Et donc, plus il y aura de personnes conscientes de ça, et plus les médias seront quand même obligés de tourner un peu en notre faveur et de parler de ce qu'on veut, et non plus des foulards rouges qui nous agitent depuis des années et des années, notamment sur le foulard ou l'immigration. Yann Lelanne, vous vouliez réagir? Vous vouliez réagir? Oui, non, pour prolonger, alors pas d'abord sur les violences, mais sur la question de la violence économique. Et j'étais content que tu réouvres le débat, parce que je crois que nous, on est un peu... on se pose des questions vraiment simples. C'est-à-dire, on essaye, c'est le rôle du mouvement et de porte-parole comme vous, de dire... Nous sommes le peuple pour représenter le train dont parlait Louis Plenel, etc. Mais après, nous, on est obligé de compter. C'est-à-dire, on est obligé de dire très bien, mais c'est le peuple. On est un peu des troubles faits là-dessus, j'en suis désolé. Mais de dire, il y a toujours des parties du peuple. Il y a le peuple avec un grand P, et puis après, qui est là? Bon. Eh ben, il se trouve que c'est principalement, je le disais tout à l'heure, des salariés, des petites entreprises, et qu'il y en a beaucoup, beaucoup, alors qu'ils ne sont pas dans les autres mouvements sociaux. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux pour les droits salariaux, mais les Gilets jaunes, la spécificité qui est à l'inverse des développements des autres mouvements sociaux, c'est que les salariés des petites boîtes sont là. Et ils sont surreprésentés dans des zones importantes du mouvement. Alors après, ça se transforme en question, en énigme pour nous. Pourquoi est-ce qu'ils passent Et là, il y a une statistique qu'il faut absolument avoir en tête. Les salaires dans les petites entreprises, à poste égal, sont jusqu'à 2 fois inférieurs à celui des grandes entreprises. Je ne le dis pas pour dire que les salariés des grandes entreprises se gavent, ce n'est pas du tout mon propos. Je le dis pour dire que le système capitaliste a organisé un salariat à 2 vitesses, dans lequel les principales victimes ont été les entreprises sous-traitantes qui ont été vidées de leur valeur par leurs grands groupes. Et donc ça, c'est ce qui est impressionnant dans ce mouvement, c'est donc qu'il y a une capacité venue d'une partie du salariat qui d'habitude est en dehors des mouvements sociaux. Et c'est ce qui fait, à mon avis, l'une des forces très importantes. Après, comment est-ce qu'on sort de là? On sort de là, à mon avis, en n'entretenant pas l'idée qu'il y a une sorte de communauté d'intérêts, a priori, entre les chefs de ces structures et les salariés, une communauté d'intérêts à tout prix. Parce que l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est la question de la décentralisation de la négociation collective que tu dois connaître mieux que moi. Mais lorsque vous êtes dans une petite structure, que vous vous retrouvez en face à face suite à la loi El Khomri avec un patron, en vérité, vous avez un pouvoir de négociation qui a été détricoté par le gouvernement et par les gouvernements précédents. Et si les gens estiment qu'ils doivent passer sur les ronds-points, qu'ils doivent contourner leur lieu de travail, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que la loi les a installés dans un face-à-face défavorable face à leurs petits employeurs, et que s'il y a quelque chose que moi, là je change de casquette, une minute, s'il y a quelque chose à espérer, c'est justement que ces salariés peuvent retrouver voix et le droit de renégocier leurs revendications, de renégocier leurs droits à un niveau qui peut leur être favorable. Et c'est pour ça qu'ils convergent avec des gens venus d'autres entreprises, parce qu'ils ont besoin de retrouver, de faire agrégation pour pouvoir retrouver, à mon avis, un certain nombre de un pouvoir, une capacité d'action. Après, sur la question des violences, il y a 2 façons de voir ça. Vraiment, moi, je participe aux manifestations en tant qu'observateur. Je vais et c'est évident que le gouvernement a monté d'un cran avec l'appui d'une partie des médias. Et effectivement, Mediapart, là, joue son rôle avec d'autres, heureusement. Mais c'est incroyable, le déchaînement
l'autorisation, la démission du préfet pour non-utilisation du LBD, etc. Mais dans quel pays est-on? Ça pose une question incroyable et d'urgence face aux violences qui doit absolument être traitée. Mais il y a aussi une bonne manière de voir les choses. C'est que si l'État est acculé à ce niveau d'intensité de violence, c'est aussi parce que le mouvement des Gilets jaunes et l'ensemble des agrégations qu'il est en train de réaliser lui pose un problème insoluble et qu'il le confronte chaque jour à un problème qu'il ne peut pas solutionner parce qu'il a décidé de choisir son camp, en l'occurrence le camp de la finance, le camp effectivement des grands groupes qui exproprient une grande partie de la valeur des travailleurs. Mais là, il faut que nous, et là c'est pour ça que la mesure dont vous faites tous les deux, vous faites témoignage, est importante. C'est-à-dire que de ce moment où tout est fait pour que ça dérape, il y a des porte-paroles des Gilets jaunes qui sont encore dans l'intelligence de l'organisation du mouvement collectif, et pour des gens qui la plupart du temps n'avaient pas de culture militante extrêmement développée, c'est absolument impressionnant. Ça aussi, c'est l'une des autres surprises que nous avons en tant que sociologues. En écho avec tout ce qui vient d'être dit, il se trouve que, à la fois pour l'anniversaire de Mediapart, pour le film sur Mediapart et puis ce livre sur les Gilets jaunes, je tourne pas mal. Et hier, j'étais à Saint-Dizier, où justement il y avait une marche nocturne avec Jérôme Rodriguez qui était là. Et je voudrais souligner ça, combien... Et c'est là où, en effet, il faut se battre contre... Et parfois, je me dis, sur les plateaux... ces lieux de perdition où on doit aller se battre, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte de comment leur mode de questionnement crée un mépris social et une morgue. Jérôme Rodriguez, il n'y a pas plus pacifique que lui. Je rappelle qu'il filmait place de la Bastille quand il a, en même temps qu'il y a eu une grenade explosive, qu'il a reçu un tir de LBD qui lui a fait perdre son œil. Et il a fait des déclarations, mais d'une hauteur. Il a dit « Je n'ai aucune haine pour celui qui a tiré ce projectile ». Je rappelle que le LBD, comme le montre le neurophysicien là, Laurentines, c'est comme si vous receviez un parpaing de 20 kilos envoyé là d'un premier étage et que vous le preniez sur la tête, quoi. Et il y a une autre variante où c'est 8 boules de pétanque, mais bon, enfin voilà, il montre ça très bien. Hein. On a fait une rencontre à la Bourse du Travail il projetait. Il montre les dégâts de tout ça en comparant à des dégâts d'accidents automobiles, parce qu'on parle des éborgnés, mais il y a aussi des fractures de la mâchoire irréversibles. Enfin, il y a des choses... Voilà, c'est des armes de guerre. C'est des armes de guerre. Donc, c'est des armes de guerre sociale. Et nous sommes le seul pays européen à utiliser ça dans le maintien de l'ordre. Voilà, il faut quand même prendre conscience de ça et donc ne pas être indifférent en se disant ça n'arrive qu'aux autres. Je dis ça parce que Jérôme Rodriguez a dit je n'ai pas de haine pour celui qui a tiré, qui a appuyé sur la gâchette. Peut-être qu'il se sent coupable. Il en venait avec compassion à prendre le plaidoyer de celui qui lui a fait perdre son œil. Et ça, c'est une très grande hauteur. Pourquoi? Parce que le maintien de l'ordre, c'est la discipline la plus politique, et les sociologues le savent, en matière de police. Il y a des techniques de maintien de l'ordre, mais là, c'est le politique qui décide. Et vous en avez eu la démonstration flagrante cette semaine avec ce préfet de police qui n'est aucunement gilet jaune ni un révolté, mais qui a, ainsi que la haute hiérarchie de la gendarmerie et de la police, a sous la pression de la société et de leurs troupes, a freiné sur le LBD. Et vous avez là un pouvoir politique qui assume et qui fait venir un préfet musclé, totalement politique, qui a été secrétaire général du ministère de l'Intérieur sous Valls, et qui est une brute épaisse, pour dire les choses franchement, dans la façon dont il s'est comporté, y compris dans des postes précédents. Et c'est les policiers qui nous alertent là-dessus. On a raconté comment des officiers de police judiciaire se sont mis en congé maladie pour résister, faire cette désobéissance par rapport à des arrestations, des détentions arbitraires. Attention, hein, c'est comme ça qu'on habitue un État à devenir hors la loi.
c'est comme ça qu'on habitue des policiers, des magistrats, des fonctionnaires à faire un état de non-droit. Je rappelle encore une fois que l'état de droit, c'est un état qui n'est pas celui du droit de l'État, c'est un état qui est le droit des citoyens d'opposer des droits fondamentaux à l'État. C'est ça l'état de droit. Hein? Et donc, ce cours autoritaire qui, autant on pouvait prévoir la politique économique et sociale de cette présidence, autant nous avons une monstruosité sous les yeux, au sens de quelque chose d'inédit, qui est cette présidence prend ce cours autoritaire. Cette présidence qui se prétend être l'adversaire de M. Orban, de M. Salvini, des nationalistes populistes, elle fait exactement ce que idéologiquement ils aimeraient faire. Et donc, je pose ce premier point. Deuxième point, par rapport à la diversité du peuple du train, des voyageurs du train, et je voudrais souligner deux choses, parce que dans toutes les rencontres que je fais, ça me frappe, fais les signatures, les gens viennent me voir, disent « je suis gilet jaune », tout le monde ne porte pas son gilet jaune, dit « je suis gilet jaune, j'y étais depuis le premier jour », etc. Et ce qui me frappe, que nos reportages avaient déjà beaucoup montré, c'est la très grande présence des femmes. La très grande présence des femmes. Alors, et des femmes, et on n'a pas assez médiatisé ça dans les médias dominants, des femmes qui ont repris même une très longue tradition, les marches des femmes, en contraste d'ailleurs aux manifestations plus virilistes et avec des violences, les marches des femmes. Et c'est une très vieille tradition, les Gilets jaunes ont commencé au moment où sortait le film « Un peuple et son roi ». Et dans le film « Un peuple et son roi », sur les débuts de la Révolution française, eh bien, on voit les femmes qui partent de Paris, il y a la disette à Paris, et qui vont chercher le roi, le boulanger, la boulangère et son petit mitron à Versailles, à une époque où ils pensent que le roi va les protéger. Et c'est les femmes qui y vont. Et il y a une très belle scène où on voit les femmes faire ça. Et cette idée des marches des femmes renoue avec ça. Et puis les retraités. Et là, pour compléter le tableau sur par exemple, les décisions sur le Code du travail, mais le tableau économique, il y a quelque chose de très frappant. Ça, on l'avait documenté tout de suite à Mediapart. Macron a raconté ce baratin idéologique que démontre très bien Romaric Gaudin sur Mediapart, du ruissellement. On aide les ultra-riches, les grands groupes, les offshore, et ça va retomber comme les gouttes d'eau rafraîchissantes sur la société. Baratin, évidemment, ça ne marche pas comme ça, à tel point, le chiffre a été rappelé, les mêmes qui, du coup, payent beaucoup moins d'impôts, en même temps, touchent beaucoup plus de dividendes. Les près de 60 milliards de dividendes qui ont été versés en 2018 sont équivalents, c'est la moitié des résultats du CAC 40, et c'est la première fois que le CAC 40 fait ça depuis le début de la crise financière de 2007-2008. Donc ils sont gagnants-gagnants. On paye moins pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les commissariats, pour le bien public, et on touche plus. On se gave des deux côtés. Mais sur les retraités, et ça les sociologues le savent, il y a un vrai ruissellement. Et nous sommes ici de toutes ces générations. Et que les tableaux Excel d'un inspecteur des finances hors sol ne peut pas voir. C'est comment les grands-parents aident les petits-enfants. Et le nombre de retraités qui disent « mais avec la CSG, je ne peux pas emmener mes petits-enfants autant de fois que je pensais le jour où il n'y a pas classe au cinéma, à une activité hors scolaire, etc. Je ne peux plus, je n'y arrive pas. Non seulement il y a ces travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à finir le mois, mais il y a en plus ces grands-parents qui n'arrivent pas à aider les grands-parents des 30 Glorieuses qui aidaient les enfants de leurs enfants issus des 30 Piteuses. Et cette solidarité intergénérationnelle a été cassée. Et j'en viens à un dernier point qui est au cœur de ce qu'on se dit là. Parce que, en effet, on est à un moment charnière. Ils ne veulent aucune des respirations démocratiques normales. Face à une crise qui dure depuis 4 mois, normalement, on doit bouger. On doit bouger par la dissolution de l'Assemblée, par un Grenelle social, par un changement de gouvernement, par un référendum ou par la démission du président. Je viens de citer 5 choses que le général de Gaulle a fait après mai-juin 68, en moins d'1 an. Il avait une application plus démocratique de sa constitution monarchique que ses successeurs. Là, nous avons quelqu'un
une sorte d'enfant roi, fou de lui-même, voilà, se mirant dans le miroir de sa parole, 7 heures, 8 heures, regardez mon exploit, etc. Récemment, quelqu'un, un spécialiste de la Russie, nous a rappelé que ça fait très longtemps que Vladimir Poutine fait ça. Chaque année, il fait un grand débat où, au bout d'un moment, il tombe la veste, et il parle 10 heures, et il rencontre des ouvriers, et c'est télévisé et tout. Et ce spécialiste nous disait, mais en fait, Macron, il ne fait pas du Macron, il fait du Poutine. Bon, au passage, je dis juste ça. Sur l'idée, l'homme qui fait les questions et les réponses, hein, qui appelle le public « mes enfants », qui est... Voilà. Alors, au-delà de cette hubris personnelle, il y a dans cette réponse confiscatoire quelque chose qui est au cœur, pour moi, de la dynamique et de l'heureuse dynamique du mouvement des Gilets jaunes. Macron met en scène le problème qu'ont posé les Gilets jaunes et qu'ils ont posé très vite en allant à l'ouest de Paris manifester et en voulant aller vers les lieux de pouvoir. Le problème de la confiscation démocratique en France. Le problème de ce système césariste, bonapartiste, de cette monarchie élective, de ce présidentialisme où le pouvoir d'un seul confisque la volonté de tous. Loin d'entendre ça, Macron met en scène de manière presque hystérique ce problème. Il en rajoute. Il est comme un torero qui excite le taureau. Et donc là, nous avons un problème. Soit le taureau va dans le mur, parce que le torero gagne, hein, souvent. Soit on se dit, mais comment on fait pour changer le rapport de force? Et ça a été dit. Ça ne peut se faire que par le plus grand nombre. Ça ne peut se faire qu'en suivant l'exemple du peuple algérien. Ça ne peut se faire que de cette manière-là. Avec l'humour, avec toutes les générations, avec toutes les sensibilités. Et là, à ce moment-là, ça peut devenir un point irréversible. Et un point irréversible qui pose cette question, et c'est là où je cite dans le livre cette formule de Marx qui dit « Toute révolution a sa question de banquet ». C'est une question qui fait que petit patron, moyen patron, salarié, chômeur, issu de telle origine, de telle croyance, de tel ceci, de cela, au bout d'un moment, on s'est politisé ensemble et on pose la même question ensemble. Edoui, ouais. Et la question, là, pour nous, eh bien, c'est ce pouvoir personnel. Pardon, excusez-moi. C'est juste pour pas que tu fasses du Poutine, quoi. Vous êtes très nombreux et je me dis que ça serait quand même dommage qu'on n'ait pas une ou deux questions pour les invités. Est-ce que quelqu'un a une question? Ouais. Hop et hop. Ouais, ma question, elle est pour toi, Amel. D'abord, je voudrais te dire notre fierté de te voir ici parce que sur cette scène, t'es la seule qui n'est pas encore un quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, t'es nous tous. Et pour nous, en tant que jeunes, en tant que venant de milieux avec des jeunesses défavorisées, ça fait chaud au cœur de te voir là, au milieu de ces gens qu'on apprécie aussi, mais qui sont des quelqu'un, qui sont un peu moins proches de nous. T'es plus jeune aussi, et je voulais te demander, pour moi, être jeune, ça a été difficile de voir ce mouvement, parce qu'on a du mal à avoir de l'espoir. On a l'impression des fois qu'on n'a pas d'avenir ou qu'il est teinté de sang. Les gens, ils nous parlent de retraite, on rigole, tu vois, c'est drôle, c'est un truc, on sait pas trop ce que c'est. Et au moment où ça s'est passé, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là, depuis que moi j'ai 12 ans. À chaque mouvement, je me dis, bof. Comment tu l'as vécu, toi, d'être jeune et d'aller t'engager sur les ronds-points, d'aller t'engager aux côtés des Gilets jaunes? Bah moi, personnellement, j'avais jamais fait de militantisme, même la politique, j'étais très loin de tout ça. Et quand je suis tombée sur la pétition sur Facebook pour le 17 novembre, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai quand même, on paye cher quand même. Ah ouais, c'est pas faux. En fait, c'est un cumul de haine de ce qui se passe dans la société, de pourquoi on galère, pourquoi les autres ils galèrent pas. Après, je suis pas anti tous ceux qui se débrouillent, tous ceux qui travaillent. Je regarde mes parents, ça fait 40 ans qu'ils travaillent, ils ont pas 1 euro de côté. Je me pose des questions. Je me dis, est-ce que moi aussi, ça va être ça mon avenir? Je vais travailler pendant 40 ans, faire du 8h, 18h et rentrer chez moi et même pas avoir un peu de côté au cas où. Donc, j'ai vu de l'espoir dans ce mouvement. Je t'avoue que ça fait 4 mois que je suis dedans et que j'ai eu des baisses de motivation. Mais franchement,
je me requinque à chaque fois quand je regarde mon compte en banque ou quand je parle avec mes amis ou quand je vois ce qui se passe dans la société actuelle, et ça me remotive. Ça me remotive à chaque fois que je rencontre des gens, au 20 du mois, ils ont même plus de quoi remplir le frigo. Je me dis, c'est pas possible qu'on vive dans un pays comme ça, qui laisse les gens devenir encore plus pauvres et les riches devenir encore plus riches. Donc c'est par rapport à ça que je perds pas le nord. C'est vrai que j'ai pensé à peut-être quitter le pays, aller dans un endroit où peut-être ce serait plus facile, parce que j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait. Mais je me dis que je suis née ici, j'ai grandi ici, toute ma famille ici, tous mes amis sont ici. Ce serait pas à moi de partir, ce serait à mon pays de s'améliorer en fait. Bonjour à tous. Moi, j'aurais une question pour François, mais d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Toria, je fais partie du collectif Ringis. On est venu en nombre aujourd'hui pour soutenir Amel, notre Amel. Voilà, on est tous là. Et donc voilà, déjà pour remercier aussi Mediapart pour nous ouvrir en fait les portes de ce média, pardon, pour pouvoir s'exprimer. Et effectivement, les femmes sont très invisibilisées dans ce mouvement, alors qu'on est vraiment beaucoup de femmes précaires, beaucoup de mères isolées. C'est vraiment quelque chose en fait de marquant dans ce mouvement. Mais les médias les médias mainstream ont tendance à mettre en avant uniquement des personnes masculines, en mode guerrier, etc. Sauf que bon, aujourd'hui, nous sur notre collectif, on a essayé de s'organiser, comme j'ai dit, enfin comme Amel a dit, avec les syndicats, etc. On essaye de se structurer de manière horizontale. Et c'est pour ça en fait qu'on appelle à rejoindre l'AG de Saint-Nazaire qui aura lieu le 5, 6, 7 avril, parce que on essaie d'avoir en fait de partir d'une feuille blanche. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que tu as dit j'ai écrit la charte. Pour nous, en fait, on part d'une feuille blanche et c'est tout le monde en fait qui contribue à écrire quelque chose. L'appel de Commercy, qui a émané en fait des 2 jours à Commercy, il est parti d'une feuille blanche. C'est tout le monde qui a contribué à ça. Et nous, on ne veut plus de structure pyramidale. On ne veut plus, si on n'a pas appelé Martinez, si on n'a pas appelé Laurent Berger, si on n'a pas appelé ces gens-là, c'est parce que c'est une structure pyramidale et c'est quelqu'un qui est à la tête d'une structure et qu'on peut facilement corrompre, qui est facilement corruptible et qu'on peut abattre facilement. Le mouvement des Gilets jaunes, sa magnificence, sa beauté, c'est qu'il n'y a pas de tête. On peut avoir des gens en fait qui sont de partout. Il y a 50 000 têtes. L'État est devant et ne sait pas avec qui parler parce qu'il n'y a personne à qui parler. Et ça, je t'en avais parlé la dernière fois. Et ma question est de savoir en fait, est-ce que voilà, la charte tu l'as déjà écrite, mais est-ce que en venant à Saint-Nazaire, tu repartirais d'une feuille blanche pour l'écrire avec nous tous ensemble, parce que je pense qu'il ne faut pas en fait qu'il y ait une personne plus importante que d'autres. Nous à Ringis, il n'y a personne qui est plus important que l'autre, on est tous là, on est soudés, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait qu'on est vachement sollicité par le collectif Adama, par le collectif Révolution est en marche, le collectif des sans-papiers, donc on est très sollicité. Donc voilà, on voudrait savoir si tu serais partant déjà pour repartir d'une feuille blanche et écrire une charte tous ensemble et voilà, sans chef, sans quoi que ce soit. Ok. Avant de répondre à la question, je me permets juste, parce que je voulais rebondir sur les propos de M. Plenel, dont je partage tout à fait l'analyse, mais on est bloqué aujourd'hui parce que Macron, il nous dit c'est moi ou le chaos. Et son dernier clip de campagne, c'est de nous dire qu'on n'a pas le choix. C'est quand même curieuse conception de la démocratie. Et vraiment, je pense que ça a pris dans beaucoup d'esprits aujourd'hui de se dire, mais si Macron les extrêmes, sortez des étiquettes politiques, sortez des personnalités politiques, concentrons-nous sur les idées et des solutions simples, il y en a. Et donc, je les donne très rapidement les chiffres, mais les dispositifs au bénéfice des ultra-riches, c'est 30 milliards par an. Les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards par an. L'évasion fiscale, c'est 100 milliards par an. Ça veut dire qu'on est à 150 ou 170 milliards par an, alors que le budget des recettes de l'État, c'est 240 milliards.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va dans la poche des 1 ou des 0,1% les plus riches, c'est quasiment 3/4 de l'impôt qui est collecté ou qui devrait l'être par l'État. Donc des solutions, il y en a. Et quand ils vous disent qu'ils luttent contre l'évasion fiscale, eh ben non, puisqu'ils croient à la théorie du ruissellement. Donc, ils leur donnent encore plus d'argent. C'est ceux-là même qui font l'évasion fiscale. Alors, il ne nous dit pas théorie du ruissellement, il nous dit premier de cordée. Mais on a bien compris, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde. Alors, j'aurais voulu développer, mais je n'ai pas le temps, sur le marché primaire et marché secondaire. Mais pour expliquer pourquoi, quand vous donnez de l'argent à ces ultra-riches, ça ne sert pas l'économie réelle. Je vous renvoie aux analyses de Frédéric Lordon sur le sujet. Il explique ça beaucoup mieux que moi. Je réponds à ta question. Le problème, c'est que... l'horizontalité absolue, moi je le dis, j'y crois pas, j'y ai jamais cru, ça n'existe pas. Et je sais que je vais être provocateur. Le problème, c'est qu'une page blanche, très bien, mais on n'est pas dans le pays des bisounours. C'est-à-dire qu'en face, tous les jours, on a une propagande médiatique qui s'opère et qui nous tire dessus pour essayer de retourner l'opinion publique et de nous faire passer pour des violents, pour des racistes, pour nous dire que nos revendications, on ne les comprend pas, etc. Si bien que moi, je désespérais, hein, j'attendais qu'il y ait une charte qui sorte. J'ai attendu semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il n'y a rien qui sort. Bon, moi je vais sur les plateaux télé et d'autres, hein, et à chaque fois, quand on dit un message, on dit ah mais vous avez que 200 signatures sur les ronds-points, ne vous représentez pas le mouvement. Bon, je vois effectivement beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ta thèse et qui veulent des représentants nationaux. Et je réfléchis et je me dis... On ne peut pas avoir un processus de désignation légitime pour avoir des porte-paroles nationaux. Donc j'ai essayé de penser à un entre-deux, quelque chose qui soit respectueux de la démocratie, et donc faire un projet. C'est un projet de charte qui a été fait. Il y a eu plein de commentaires qui ont été faits. Il a été diffusé sur plein de groupes. Le but est que tout le monde s'en empare. Il va effectivement être discuté maintenant à l'Assemblée des Assemblées. Maintenant, moi, j'espère qu'effectivement, on va valider ce qui maintenant va s'appeler le préambule, pour justement permettre après à tout un chacun d'avoir sa charte, et dans l'idéal peut-être une charte nationale au final, mais chacun comprend que c'est un processus qui va être très long. On est dans un moment extrêmement critique où depuis 3 semaines, 1 mois, on s'est pris une propagande médiatique extrêmement violente qui a commencé avec les attaques contre Alain Finkielkraut et où là, on nous a expliqué que tout le mouvement était antisémite. Et maintenant, il y a eu le Fouquet's avec les violences, etc. Donc les médias, là, véritablement, moi je parle avec des gens qui ne sont pas dans le mouvement et qui nous disent « Ah ouais, mais votre mouvement, là, ça commence à partir dans tous les sens. » On voit bien que là, on est dans un moment quand même qui est très sensible. Donc moi, je veux bien attendre, mais on n'a pas le temps d'attendre. On a des ennemis et donc... Il y a eu ce projet de charte qui a été présenté. Comme je l'ai dit, j'ai été en lien avec les personnes qui ont été déléguées par l'Assemblée des Assemblées. Donc, mais l'Assemblée des Assemblées ne représente pas non plus tout le mouvement. Il faut aussi qu'ils en soient conscients. C'est très compliqué d'arriver à agréger l'ensemble du mouvement pour faire participer tout le monde. Et moi, évidemment que je suis conscient que c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que ça a été un projet. C'est pour ça que le but est que tout le monde s'en empare. C'est pour ça qu'on a lu les 6000 commentaires et qu'on a déjà amendé le projet de charte. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on doit répondre à l'urgence. Et moi, j'espère que cette charte, qui sera un préambule simplement, pourra être votée le plus rapidement possible. Et on l'a appelé préambule. Alors c'est un artifice, mais je pense qu'il peut être en même temps qui permet un bon compromis. Un bon compromis d'avoir un texte qui s'adresse à l'extérieur, qui permet de répondre à l'urgence de la guerre médiatique qui se joue dans l'opinion publique. Et ensuite, on pourra après avoir le temps de discuter pendant 3 mois, 6 mois, pour avoir une charte qui véritablement aura agrégé tout le monde et qui aura fait participer tout le monde au processus. Mais je sais bien qu'il y a cette difficulté entre d'un côté la nécessité de l'horizontalité démocratique et puis de l'autre côté la nécessité d'avancer pour essayer de servir la stratégie du mouvement. On va essayer de prendre encore 2 questions rapides. Au fond, il n'est question depuis longtemps que de violence. On parle de la violence, des violences policières, on parle de la violence des gilets jaunes. Je voudrais souligner que sous le mot violence, on met n'importe quoi. Aussi bien la voiture qu'on incendie que le fait de mettre des gens en esclavage. Ça ne peut pas être le même mot, ou alors il y a une duperie. Et moi, ce que je vous propose, c'est de considérer qu'une violence, c'est toute action par laquelle on confisque les gens, par laquelle on force les gens, par laquelle
on prend emprise sur eux, par laquelle on les rend dépendants. Et dans ce langage-là, la première violence, c'est celle qui casse la capacité de se défendre d'un enfant quand il est obligé, quoi qu'on lui demande, d'obéir. C'est quand on fabrique de la soumission, quand des enfants à l'école sont obligés de faire semblant d'écouter. On ne peut pas les obliger à écouter, mais on peut les obliger à faire semblant d'écouter. Et du coup, je ne développe pas, mais du coup, on ne s'étonne pas ensuite quand des élèves disent les profs au feu, les cahiers au feu, les profs au milieu. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je prends une dernière question. Je voudrais simplement apporter une réflexion de ce que j'ai entendu là. Je pense que la porte d'entrée par homme ou femme est extrêmement dangereuse parce qu'elle est clivante. Moi, ce qui pour moi fait la magnificence des Gilets jaunes, c'est qu'il s'agit d'un mouvement d'êtres humains qui se rebellent contre leur situation. Voilà. Alors, juste sur l'entrée, très rapide, sur l'entrée homme-femme, pourquoi est-ce que c'est pas un piège ? Parce qu'il y a tellement de mouvements sociaux dont les femmes sont exclues que le fait d'avoir un mouvement social dont elles font partie, faut quand même. Et puis y compris par donc voilà, donc c'est simplement ça, et y compris toutes les enquêtes concordent, elles sont divergentes sur certains points, mais il y a une réelle une participation active et à des niveaux de responsabilité à l'intérieur du mouvement très élevés des femmes, et c'est suffisamment exceptionnel pour être souligné parce que les organisations, en tout cas dans les mouvements organisés, les mécanismes d'exclusion des femmes sont plus souvent là et puissants. Juste, je sais que le mouvement des Gilets jaunes, les porte-paroles, c'est un dur métier d'être porte-parole des Gilets jaunes. Il y a une critique qui est exigeante, qui vient de la base. Je veux juste signaler quelque chose en tant que sociologue pour que vous compreniez leur position et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas simple. C'est un mouvement qui est très hétérogène. C'est sa force, mais pour un porte-parole, ça pose des questions de schizophrénie qui sont très poussées. Et le rôle de l'essentiel des porte-paroles locaux et nationaux du mouvement des Gilets jaunes, et moi je le tiens à le dire, ceux qui sont restés en place, c'est ceux qui ont cornérisé, marginalisé les positions éventuellement minoritaires, racistes du mouvement. Et il faut mettre quelque chose à leur actif. C'est qu'ils ont réalisé, je ne parle pas forcément de vous deux, mais même à une échelle plus locale, il y a un travail permanent des porte-paroles des Gilets jaunes pour que le mouvement aille à l'essentiel, aille à l'os, la question de la justice sociale, la question de la revalorisation des salaires. Et ça, je vous assure, c'était tout, à mon avis, sauf gagner à la base, et il faut au moins leur rendre cet hommage-là, quoi. Moi, très rapidement, je vais conclure avec la conclusion que j'ai faite depuis une semaine. Le mouvement, il a déclenché quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a amené des gens qui, depuis des années et des années, étaient désintéressés à la politique, étaient écœurés par la politique, a amené ces gens-là à réinvestir le champ politique, la politique au sens noble, c'est-à-dire celle des idées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la révolution est faite dans les esprits depuis le 17 novembre 2018. Je peux vraiment vous l'assurer, sur les ronds-points, dans les yeux, on n'avait même pas besoin de se parler. On voyait révolution. Et ensuite, évidemment, on le confirmait quand on se parlait. Et c'est pour ça que je pense que de toute façon, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Une vague s'est levée. Et je conclus en ce moment en citant Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je crois que le temps est venu. Amel, mon ami. Oui, je voulais juste terminer sur une chose par rapport à tous les blessés, par rapport à toutes les personnes qui sont décédées pour ce mouvement. On lâchera rien, on restera dans les rues, on restera dans les entreprises, on viendra tous les samedis jusqu'à ce qu'on soit entendu, juste pour eux, même pour ceux qui sont incarcérés. Et la force du mouvement, c'est le nombre. Donc nous, on est en train de travailler pour une grève générale. En fait, si tout le monde n'est pas
mobilisés, je pense qu'on ne sera jamais entendu. Donc il faut vraiment que chacun se mobilise, que chacun fasse le minimum possible. Et c'est comme ça qu'on réussira à avoir ce qu'on veut. Parce que dans le fond, on ne veut pas que le Fouquet's brûle, on s'en fout du Fouquet's, on n'a même pas les moyens de se payer une salade là-bas. Mais on veut être entendu, on lâchera rien en fait, c'est sur ça que je voudrais terminer. Edoui? Non, juste par une image qu'il ne faut pas oublier et qui résume le défi qui est devant nous. C'est l'image au début des Gilets jaunes, c'était en décembre. Il y a eu justement autour de Paris, dans des lycées, des quartiers populaires, des jeunes qui se sont dit c'était le moment où commençait à se dire fin du mois, fin du monde, même climat. Et vous vous souvenez de la scène? Vous vous souvenez de la scène? Ils ont été, ces Mantes-la-Jolie, pendant plusieurs heures, mis à genoux, les mains sur la tête, et avec la voix qu'on entendait d'un policier qui dit « Voilà une classe bien sage ». Eh bien, dites-vous que cette image-là, c'est celle qui est devant nous si on ne les écoute pas. Voilà un pays bien sage, à genoux et les mains sur la tête. Eh bien non, nous voulons un pays vivant. Merci, merci beaucoup à vous quatre. Je regarde mon téléphone, c'est très impoli, mais j'ai des choses à vous annoncer. Donc le prochain débat ici sur la grande scène, c'est sur l'Europe fantôme à 13h30 avec Edoui Plenel. Voilà, merci beaucoup.